présente Panos Matiaras, directeur de la Fondation Braya Architectes, ici à Genève. Nous sommes avec vous depuis plusieurs années et surtout depuis le début du Covid avec toute une série de présentations en ligne et de discussions, de conférences qui ont permis à un très grand nombre de personnes intéressées par les questions à la fois de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage et évidemment de la transition écologique à se rejoindre à nous et à échanger des avis, des idées et participer à cette mouvance qui devient de plus en plus importante, celle de la volonté de nos métiers, mais on espère aussi de la volonté des politiques, des acteurs politiques et autres à changer le modèle et entrer dans une nouvelle phase qui permettrait un peu de sortir du pétrin qu'on se trouve aujourd'hui, comme vous le savez bien. En tout cas, c'est notre envie et c'est pour cette raison que nous avons lancé il y a 3 ans une série de présentations en provenance des jeunes architectes, urbanistes, paysagistes, femmes et hommes, qui s'élancent dans cette aventure du projet, cette aventure du changement du monde par l'espace. On les a donc invités à venir présenter des travaux qui sortent un peu de l'habituel, disons, du mainstream de ce type d'activité et qui s'aventurent vers des domaines qui sont pour l'instant assez complexes, assez riches, et nous, en tout cas, on espère, fertiles, qui fécondent, disons, les pratiques de ces gens, pour imaginer un espace qui serait écologiquement durable et en tout cas qui pourrait nous aider à transiter vers, d'où le mot transition, vers cet avenir durable. Nous voyons de plus en plus que c'est difficile, mais nous sommes, en tout cas nous, à la Fondation, grâce à la volonté, à la détermination aussi de son conseil, nous sommes déterminés justement à aider à avancer dans ce sens et ne pas lâcher, ne pas flancher. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons lancé encore une année, et nous allons certainement continuer, cette série de conférences qu'on a appelée Transition Seeds, qui signifie justement cet effet des germes, des jeunes qui eux-mêmes plantent des germes, en tout cas sont eux-mêmes le futur de cette activité. Alors, cette année, nous avons choisi un thème qui serait un peu large et qui couvre tout le domaine que nous allons toucher par la suite, c'est-à-dire, on a appelé ça impulsion de projet, mais en réalité, il s'agit justement d'imaginer, de voir d'ailleurs comment ces diplômes d'architecture sont inspirés par des impulsions, posent des impulsions et poussent l'ensemble de la société vers la décarbonation et la résilience, donc les deux fronts parallèles de la transition écologique. Vous allez trouver sur Internet l'ensemble de la série de conférences, de ces soirées qui commencent aujourd'hui et qui va durer jusqu'au mois de mai. Et cette année, cette première session, nous l'avons intitulée l'agriculture, ressources, l'architecture, avec 2 projets qui seront présentés par Emilia Fanzi et Fabien Klopfenstein. Emilia Fanzi est architecte diplômée de l'École d'architecture de Nancy et elle va présenter un travail qui est intitulé « Quel dispositif agro-urbain en lisière métropolitaine ?» notamment une vision du Grand Nancy au prisme de l'alimentation. Par la suite, nous allons passer à un autre projet présenté par Fabien Klopfenstein, qui est architecte EPFL, actuellement aussi en activité, avec un projet intitulé « Un coin de terre, le génie urbain et l'âme agricole, méditation sur une promenade potagère ». Alors, après ces 2 présentations qui vont durer à peu près 20 minutes chacune, nous aurons la possibilité de voir ces 2 jeunes architectes à discuter avec Marc Benoît, qu'on remercie d'avoir accepté à très courte durée, délai, à être présent avec nous ce soir, qui est ingénieur agronome et docteur en sciences agronomiques de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, notamment sur la gestion territoriale des activités agricoles. Il est aussi ex-directeur de la recherche à l'INRAE et membre du collectif
paysage de l'après-pétrole, un terme qui nous tient vraiment à cœur. Nous remercions beaucoup Marc de mener cette bataille. Alors, je ne vais pas le présenter plus en détail, vous pouvez certainement le trouver sur le net. Et donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à Emilia Fanzi, qui va partager son écran, pour la suite des événements. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Et donc, pour introduire un peu plus personnellement nos deux sujets, avec Fabien, on souhaite s'introduire par la question pourquoi traiter le sujet de l'agriculture lorsque l'on est architecte. Et après quelques discussions, il s'avère que ça remonte à notre enfance, où Fabien a grandi entouré de paysages ruraux et de jardins familiaux, et pour ma part, à la campagne, avec une famille qui cherchait à produire son alimentation majoritairement elle-même. Et donc, toutes ces questions-là, quand on a fait 5 ans d'études d'architecture et qu'on pratique dans cette profession, on vient aussi parfois à se poser des questions sur l'agriculture et est-ce que c'est vraiment la fin des paysans pour demain? Donc, je vais donc commencer par vous présenter mon projet de diplôme, donc, qui s'intitule Quel dispositif agro-urbain en lisière de métropole? Une vision du Grand Nancy au prisme de l'alimentation. J'ai commencé par un petit point méthodologique sur la manière d'aborder ce sujet. Ensuite, une rapide analyse de la métropole du Grand Nancy, pour qu'on soit à peu près tous au même niveau. Et aussi, pour finir, une expérimentation du coup, de l'agriculture à l'échelle de la ville et d'un quartier décliné sous 3 thématiques. Donc, pour commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui est plus fondamental que de se nourrir quotidiennement pour vivre. Et en fait, quand on regarde ce schéma, par exemple, sur la répartition des gaz à effet de serre, on se rend compte que l'agriculture se place au 2e rang, en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, face à ce constat, j'ai réalisé un mémoire pour me permettre de comprendre en fait quels sont les enjeux et les conséquences des circuits de notre alimentation. Et donc le projet de mon diplôme s'inscrit dans cette vision et cette volonté de transition pour rechercher en fait une nouvelle méthode à travers la dimension de l'alimentation et donc re-questionner la PAC, la politique agricole commune, qui est à mon sens plus un modèle d'actualité et encore moins d'avenir. Et donc, l'alimentation, comment je l'ai abordée, je me suis rendu compte que c'était vraiment une très grande machinerie dans laquelle il est difficile d'intervenir en tant qu'étudiante et architecte. Et donc, la méthodologie que j'ai décidé d'aborder, c'est d'aborder cette notion par le bas, donc à l'échelle de l'individu. Et je mise sur un éveil collectif qui pourrait apparaître depuis le contenu de l'assiette, qui permettrait peut-être un jour de transformer la PAC en une politique alimentaire commune. Donc, s'il y a une majorité d'architectes et d'urbanistes ce soir, j'aimerais ce soir qu'on change de regard ensemble et qu'on regarde la ville sous le prisme de l'alimentation. Et donc, sur le terrain d'études que j'ai choisi, qui est la métropole du Grand Nancy, quand on regarde sa surface, on aurait en fait besoin de 4 fois la superficie de la métropole pour nourrir les propres habitants de la ville. Donc, on se rend compte que l'enjeu de la ville n'est vraiment pas là. Et donc, suite à ce constat, j'ai décidé de mettre en place une approche par thématique qui est produire, biodiversifier et apprendre, que vous retrouverez sur les slides à travers ce code couleur jaune, vert et bleu. Et donc, c'est 3 thématiques sur l'alimentation qui se déclinent en fait sur différentes échelles et qui s'entrecroisent. Où on part en fait du département Meurthe-et-Moselle avec un projet alimentaire territorial en cours qui vise à intégrer prochainement un marché d'intérêt local lorrain qui concurrencerait le modèle actuel du marché de Rungis, par exemple, et qui s'intercale à différentes échelles allant jusqu'à la composition des sols et du ver de terre, par exemple. Donc, c'est un projet qui a été fait, qui a débuté il y a tout juste un an. Donc, je le présente comme il a été réfléchi, mais évidemment, c'est des sujets à fort débat. Et en tout cas, la volonté qui est à travers cette présentation de projet, c'est de montrer l'expérimentation qui est faite autour de la négociation d'une coexistence entre l'individu et son environnement.
Donc, en deuxième partie, on va regarder l'analyse de la métropole. Donc ici, on peut voir une analyse assez typique qu'un architecte urbaniste pourrait faire d'une ville avec les noyaux historiques et ses formations plus contemporaines. Et si aujourd'hui, on décide de regarder en fait le négatif de ces espaces, on obtient très vulgairement, entre guillemets, cet aplat orange de zone non urbanisée et qu'il est difficile de classer comme naturel. Et donc, j'ai analysé ce grand aplat orange et j'en ai distingué 5 lieux, ensuite que j'ai nommés des oasis agro-urbains, qui en fait sont des lieux qui ont été progressivement capturés par l'urbanisation et qui en font des îlots et des potentiels où il est question en fait d'entamer cette fameuse négociation de est-ce qu'on décide d'urbaniser, de naturaliser ou bien de faire une alliance des deux. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut impérativement en comprendre les caractéristiques pour les intégrer de la meilleure manière et de la manière la plus diffuse au tissu urbain préexistant. Et l'outil que j'ai décidé de mobiliser pour ça, c'est de former en fait un système de lisière qui se verrait à la fois être une épaisseur dynamique et active entre la ville et sa périphérie proche. Donc pour ma part, j'ai projeté à horizon 2050 que pourrait être la métropole du Grand Nancy, donc à travers ces 5 oasis, créer du coup un parcours de l'ensemble de la métropole à travers les paysages et des sentiers de mobilité douce. Et donc, à travers la production, il serait question, cette fois-ci, d'en faire un lieu exemplaire de l'agriculture en ville pour donner un terrain d'expérimentation et le diffuser auprès du grand territoire et tenter de toucher au plus près à des systèmes d'agroécologie. En termes de biodiversité, c'est donc renforcer cette dimension de lisière et de ceinture autour de la métropole. Et par rapport à la thématique de l'apprentissage, c'est vraiment une question de mettre l'habitant de la ville au cœur de la démarche pour lui permettre d'apprendre à observer, à cultiver, à consommer et pour cela, et en faire en fait un réel acteur de son territoire. Donc, on entame la troisième partie où je vais vous présenter en fait l'expérimentation sur ce lieu du petit plateau lorrain qui permet de préciser en fait ces démarches-là. Donc, pourquoi avoir choisi ce lieu? En fait, il s'agit d'un héritage du plateau agricole lorrain qui se déploie au sud-est vers le grand territoire de la Lorraine. Et donc, je l'ai choisi donc, pour sa particularité-là, donc sa particularité agricole, et son aspect en fait paysager où on a un plateau qui s'appuie sur la Meurthe et qui est cadré par 2 ruisseaux, le Grémillon et le Prarupt, mais aussi depuis laquelle donc on voit l'ambiance que cela crée, mais aussi par le plateau de Malzéville et la butte Sainte-Geneviève, depuis laquelle on voit en fait le plateau sur lequel on travaille, mais aussi le plateau lorrain agricole qui se déploie. Et on a sur la partie sud des espaces naturels protégés qui font un peu penser justement aux paysages ruraux, qui sont des lieux essentiels pour la préservation de la biodiversité, mais aussi, par exemple, la captation des eaux urbaines. En termes de mobilité, ce site est assez particulier puisqu'il est totalement clos par des rocades très traversantes de la métropole. En son centre, il comporte un aérodrome composé majoritairement de prairies qui sont allouées à des éleveurs qui viennent faire pâturer leurs troupeaux. Il est encadré par 2 grandes zones commerciales assez importantes et il est entouré de zones urbanisées de 4 communes. Et donc, comment j'ai décidé d'aborder ce grand îlot en friche, vide, peu traversé par les habitants de la ville. Donc, en partant du centre-ville de Nancy, qui se situe ici, en traversant la Meurthe, eh ben, vous avez une photo de où est-ce qu'on arrive. Donc, on arrive sur un alignement de grands peupliers, un grillage, donc tout ce qui n'invite pas, en fait, à parcourir ce fameux lieu. Et donc, à travers ce schéma directeur et de nouveau le déploiement des 3 thématiques, il s'agit de voir comment on va pouvoir aborder la notion de production
de biodiversification et d'apprentissage à travers ce site. Donc, l'idée à travers la production, c'est d'entamer un redécoupage des parcelles pour passer d'une monoculture intensive à une agriculture beaucoup plus démonstratrice. À travers la biodiversité, c'est créer cette transition entre espace urbain et espace de nature par la lisière. Et l'apprentissage, c'est en fait ouvrir ce plateau aux habitants de la ville. Donc, c'est une démarche qui se veut à la fois longue et progressive et qui a pour but, à horizon de 2050, de propulser l'alimentation au cœur du tissu urbain par l'organisation justement de cette lisière agro-urbaine qui devient qualitative, productive et vivante. Donc, maintenant, je vais vous présenter les 3 thématiques de manière beaucoup plus précise sur ce plateau. Donc, si on commence par la production, on se base sur des terres agricoles qui aujourd'hui sont en monoculture blé-maïs et qui représentent totalement le paysage agricole actuel. Et en fait, ça pose à re-questionner en fait, certaines politiques françaises comme la zéro artificialisation nette, donc qui concernent les sols urbanisés qui représentent 9% de la surface de la France contre 52% pour l'agriculture, et dont ces 52%, 26% qui sont consacrés au sol intensif. Donc, on pourra en rediscuter après, mais où est-ce qu'on place le débat lorsqu'on parle d'urbanisation et d'agriculture? Et là, c'est un débat fort pour les agronomes. Donc, moi, à travers ce projet en tant qu'architecte, j'ai décidé de valoriser en fait l'image de l'agriculture pour montrer qu'une autre agriculture demain est possible. Donc, en redécoupant les parcelles et en faisant en sorte qu'elles ne dépassent pas 8 hectares, ce qui est une dimension recommandée par les agronomes, pour avoir un équilibre entre le rendement et le respect de la biodiversité, on agit sur la diversification des types de cultures, en apportant par exemple de la lentille, du chanvre, et en appliquant une rotation beaucoup plus longue qui soignerait beaucoup plus la qualité des sols. Et de plus, apporterait en fait de nouvelles qualités paysagères très peu connues en France aujourd'hui. Il est également question d'intégrer des systèmes d'agroforesterie, ce qui est un élément agricole qui serait bon également pour l'environnement. Donc, on projette alors la production dans une nouvelle dimension, celle de la filière bois, puisqu'il y a une question de renouvellement des boisements à cet endroit-là. Et en fait, l'association entre les arbres et l'agriculture, elle se veut totalement bénéfique pour à la fois le traitement des sols en azote, tout ce qui est gestion des eaux, mais également l'apport d'ombre en cas de pâturage et une nouvelle ressource donc en bois, voire en fruits si on y implante des vergers. L'idée, c'est également de limiter au maximum la proximité des grandes cultures avec l'habitat, viser à réduire les nuisances des travaux agricoles en apportant une qualité paysagère par l'intégration d'une lisière qui devient active, productive et traversée par justement l'intégration d'arbres et de maraudes. L'idée, c'est de projeter à long terme un système symbiotique entre la production, la transformation, puis la distribution. Et cette nouvelle filière alimentaire à l'échelle de la ville serait du coup beaucoup plus à l'échelle humaine et permettrait aux habitants de se reconnecter un peu plus à leur alimentation. Ensuite, en termes de biodiversité, on est sur un site dont je vous ai présenté qui a de fortes qualités paysagères, mais qui aujourd'hui est grandement en friche et très peu ouvert à la ville. Et donc, il est question sur les chemins préexistants mais clos actuellement, d'appuyer cette notion de lisière, d'utiliser les parcs préexistants et les équipements sportifs pour créer une transition graduelle entre les espaces urbanisés et les espaces généralement dits naturels. Donc, on peut prendre le cas du quartier de Mouzimpré, qui est un quartier de grands ensembles, qui aujourd'hui, qui est situé au nord de ce petit plateau lorrain, qui aujourd'hui est séparé du plateau par une grande butte qui à la fois ne donne pas accès, mais prive de toutes les vues. Et donc, dégager cette butte et créer une transition entre l'espace habité et le plateau par des espaces productifs de jardins familiaux permettrait justement aux habitants de se réapproprier cette notion de leur alimentation.
Et l'utilisation de cette lisière, ça a pour but aussi de réduire les nuisances liées à la rocade. Donc, on est ici sur une coupe de la rocade sud. Et donc, de faire intervenir cette notion de lisière, mais aussi de production sur des talus qui sont généralement enherbés et gérés par les mairies pour être tondus assez fréquemment. En fait, les rendre actifs et participer en fait à cette transition entre l'espace urbain et le plateau qui se déploie sur la gauche ici. Et on intervient donc sur cet élément-là au niveau des zones de culture, où en fait l'architecture devient en fait l'élément qui lie la dimension de la production, mais aussi de la biodiversité, avec une architecture qui se veut pédagogique, qui propose un abri, qui peut proposer également des cadrages de vue, qui permet d'identifier cet espace sur le plateau et apporter des connaissances en fait aux habitants de la ville lorsqu'ils parcourent ce fameux parc agro-urbain. Et ce bloc Axo me permet totalement d'entamer cette thématique de l'apprentissage. Donc, il s'agit réellement de l'élément fondateur à partir duquel l'expérimentation de ce projet se base. Donc, l'emplacement du pôle pédagogique autour de l'apprentissage de l'alimentation est assez stratégique. Il a été choisi donc de le situer au plus proche du centre-ville de Nancy, en traversant la Meurthe. Et donc, cet aménagement de cette entrée-là, qui est actuellement en friche, permet de donner une ouverture en fait, sur ce plateau qui, au fur et à mesure, sera transformé en parc agro-urbain par l'intermédiaire en fait, de la production et d'une intégration d'une nouvelle lisière. Donc, c'est une démarche qui se projette à travers le temps, donc d'aujourd'hui jusqu'à 2050. On assiste à une réelle transition des sols, donc des sols qui sont actuellement en friche, que l'on vient mettre en pâturage et où l'on vient intégrer progressivement des équipements pédagogiques, mais aussi des zones d'activité qui permettent justement de créer une mixité entre des espaces urbanisés, un parc, des outils pédagogiques, mais aussi productifs. Ce site-là s'intègre sur un maillage préexistant avec du logement pavillonnaire assez typique, mais aussi des équipements avec des écoles au nord et la Meurthe toujours à gauche. On y intègre alors un observatoire qui permet d'avoir des vues panoramiques sur le nouveau plateau agricole, un centre pédagogique que je détaillerai un peu plus tard, mais aussi tous ces éléments de transformation qu'on dans la première partie, on a évoqué donc ces éléments de transformation qui viennent se compléter par une zone d'activité qui insiste vraiment sur cette volonté de mixité des usages. Donc, l'architecture que j'ai décidé de développer se base sur en fait, des principes bioclimatiques pour aller au maximum dans cette notion de transition et de respect de la biodiversité. Donc, il est pensé comme une serre avec des espaces partagés entre des espaces intérieurs et extérieurs. Et en fait, on a des cheminements qui traversent ce bâtiment qui visent à relier l'espace public situé à droite avec les écoles, qui permettent de traverser le bâtiment et de donner progressivement sur le parc agro-urbain. Ce bâtiment se sépare en un espace public avec plus de la restauration des espaces de conférence et trois grands pôles majeurs. Un premier centré sur la notion de pédagogie, un second sur un pôle culinaire qui apprendrait justement à employer les aliments produits plus sur place, et un pôle de santé qui, je trouve, est primordial lorsque l'on parle d'alimentation. Et donc voilà, si je peux me permettre de conclure avec des mots assez personnels, je dirais qu'il m'aura quand même fallu 5 années d'études dans la ville de Nancy pour que j'arrive à y découvrir des qualités qui pourraient vraiment s'apparenter à la campagne que j'ai connue étant enfant. Et en fait, ce projet, c'est vraiment une expérimentation que j'ai aimé porter puisqu'elle permet en fait de vraiment pousser les portes du centre-ville et de montrer qu'il y a des possibilités pour les personnes qui n'ont pas accès à l'agriculture directement, de se reconnecter en fait à leur territoire et à leur alimentation que je considère réellement essentielle. Merci beaucoup. Et du coup, je vais passer la parole à Fabien.
Voilà, bonsoir messieurs, dames. Alors, je m'appelle Fabien Klopfenstein. Effectivement, ça fait 5 ans que je suis en activité à Genève. C'était mon projet de diplôme en fait que j'avais réalisé à l'EPFL que je vais vous présenter ce soir. Ça s'appelait le Coin de Terre en fait. C'est le nom d'un des groupements de jardins potagers qu'on trouve à Genève en fait. Et j'avais gardé ce titre, en fait, pour quelque part pour sa force poétique, en fait. Je pense qu'on peut penser ouais, son, à son petit jardin, un bout de la terre. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce qu'on parle du matériau de la terre? Est-ce qu'on parle de toute la terre? Effectivement, pour reprendre les trois thèmes de ma collègue Emilia, qui étaient produire, biodiversifier et apprendre. Personnellement, on va plus parler d'apprendre, en fait. Et c'est, et pour apprendre, en fait, on va partir de très très loin, puis on va zoomer en fait petit à petit jusqu'au projet concret. Alors, puisqu'on était sur le plateau lorrain, on va arriver sur le plateau suisse. Mais le petit bout du plateau suisse, en fait, qui est le long du lac Léman. Donc, comme Emilia l'a très gentiment rappelé, en fait, oui, moi, je suis né donc, à Pompaple, qui est un endroit que j'aime bien rappeler, qui s'appelle le centre du monde. Alors, pour la petite histoire, c'est une question de bassin versant. En fait, selon où la pluie tombe, à Pompaple, elle part en mer du Nord ou elle part en Méditerranée. C'est pour ça qu'ils ont appelé le bistrot local le centre du monde. Et c'est comme ça que cet endroit, en fait, complètement banal, en fait, est surnommé. Et de Pompaple, j'habite à Morges, que là, je ne l'ai pas remis, mais qui est surnommé la Coquette. Et en fait, j'ai passé toute ma vie. Avec une petite parenthèse où j'ai effectué mon stage entre le bachelor et le master des études d'architecture à Genève, chez Bassi Carella, dont l'un des patrons en fait était mon professeur en troisième année. Et en fait, j'ai remarqué que à partir de la troisième année, avant de partir à Genève, qu'il y avait quelque chose à apprendre de là-bas, parce qu'il y avait comme une sorte de secret en fait qui était partagé par les professeurs. Tout le monde parlait de Genève, de ses plans, de quartier, et tout le monde savait de quoi il parlait en fait, mais nous, on était étudiants et on ne savait pas. Et personnellement, j'étais même jamais allé à Genève en fait avant d'y habiter. Et je me suis dit que j'allais essayer de comprendre cette ville. Pour ce faire, donc le travail en fait commençait par une sorte de thésis en fait que j'ai appelée Genève 1948-1966, la ville du plan Marais, vision pour une ville suburbaine. Et le projet d'écriture, en fait, c'était de faire comme New York Délire. Donc, comment ça marche, New York Délire? Alors, l'idée, c'est qu'il y a des manifestes sans preuve. Il y a beaucoup de manifestes sans preuve. Et ce que Colas, l'auteur de New York Délire, a eu comme idée, c'était de dire, bon, prenons New York, disons que c'est une somme de preuves, et on va essayer d'en écrire le manifeste à partir de ce qui existe. Alors, il détaille comment on fait. Alors, il reprend une idée de Dali qui s'appelle la méthode paranoïaque critique. Pour le résumer en une phrase, en gros, il faut juste dire tout a une raison. Tout a une raison. Enfin, tout ce qui existe, en fait, existe pour un but, mais ce but, en fait, n'a aucune prise dans le réel. En fait, le but qu'on peut trouver à tout ce qui existe est le produit de la paranoïa, si vous voulez. Et donc, tant au niveau de la manière d'écrire ou au niveau de la manière d'écrire ou du sujet, en fait, je me suis appuyé sur ce livre pour faire un peu le New York Délire de Genève, quoi. Puis, du coup, qui s'appelle La ville du plan Marais.
qui a aussi une certaine force poétique comme titre, parce que bah, Monsieur Marais, en fait, je ne sais même pas quelle tête il a, c'était un des chefs du service de l'urbanisme de la ville de Genève. Et en fait, il a fait un des derniers plans, enfin, il a fait les plans qui ont été le plus réalisés, en fait. Il y a eu des plans avant qui ont ouvert la voie, mais dont on ne peut pas vraiment voir les réalisations, à part en faisant une déconstruction mentale. Et il y a des plans qui ont été faits après lui, en fait, qui n'ont jamais été réalisés parce que le contexte mondial a changé. Et ce plan Marais, en fait, je le trouvais intéressant parce que on le montre assez peu et j'avais envie de le faire parler. Disons que voilà, pendant ces 2 ans à Genève, bah, moi, je me suis promené en ville et puis j'essayais de me raconter à moi-même et aux autres comment ouais, on pourrait décrire cette ville, en fait. Donc, il y a les grilles de béton, en fait, qui m'ont beaucoup marqué. En gris, il faut imaginer une façade en gris, c'est-à-dire avec des fenêtres rectangulaires. C'est le genre d'architecture que j'ai effectivement pratiqué, en fait, dans mon travail de stagiaire ou par après, quand j'ai été engagé. La pudeur, qui est une des caractéristiques de Genève aussi, avec l'héritage du calvinisme, du protestantisme, le fait que, voilà, quoi, comment ça se fait qu'une ville aussi riche soit autant décrite comme une ville un peu grisâtre, pour le dire gentiment. Du troisième passage, j'aimerais que vous gardiez en tête la juxtaposition des époques. Toujours dans ce thésis, en fait, j'essayais de faire parler ce qu'il y avait là, quoi. Donc, il y avait des réflexions sur la LCI, qui est simplement le règlement d'urbanisme qui règle les prospects et la hauteur des bâtiments à Genève. Essayer de dire, bon, bah, qu'est-ce que c'est qu'une rue, qu'est-ce que c'est qu'une cour, à quel moment ce règlement existe. Ensuite, il y a essayer de comprendre comment on fait des plans directeurs à Genève, parce que Genève, étant donné que c'est dans un territoire assez restreint, en fait, très tôt, ils ont fait venir des urbanistes de Suisse allemande afin de mettre en place une méthode au niveau des pouvoirs publics pour gérer l'aménagement de ce territoire, une échelle spécifique qui était beaucoup plus précise en fait que ce qui se faisait à l'époque. Et voilà, des descriptions de quartiers. En fait, quand on arrive au projet, on part de ces espaces libres. Et il y avait une des phrases en fait qui me plaisait beaucoup, c'est cette exposition du territoire grandeur nature où les matériaux physiques constitutifs du paysage seraient également les traces de l'histoire sociale et humaine. C'est avec cette phrase-là en fait que j'ai repéré une petite dent creuse en fait dans ce chapelet de parc qui sont effectivement voilà, de toutes les époques différentes, avec différents aménagements. Certains, il y a des écoles dedans, d'autres c'est des anciennes campagnes patriciennes, d'autres voilà. Donc ce mélange d'époques a cette possibilité de naviguer dans la ville tout en se voyant dans une sorte, ouais, naviguer dans la ville comme dans une exposition. Donc, le contexte, c'était donc cette dent creuse. Pourquoi elle n'est pas encore aménagée? Parce qu'en fait, il y a un jardin potager qui date de bien avant en fait l'urbanisation du secteur. On était à l'extérieur de la ville. Maintenant, on est clairement dans la ville, mais dans cette ville suburbaine très verte, avec un bâti constitué voilà, de barres d'immeubles, de villas, de centres commerciaux, de routes, mais qui, à Genève, et c'est particulier, constitue aussi en fait une zone urbaine. Et j'ai commencé en fait par dire bon bah puisqu'on va remplacer ces jardins familiaux, on va commencer par comprendre d'où ça vient, pourquoi ces dimensions de 20 mètres sur 10 mètres, le cabanon, comment c'est organisé. Et j'étais allé jusqu'à retrouver
dans le magazine L'Habitation, en fait, même une petite recette pour pouvoir nourrir 2 personnes avec ces 200 mètres carrés. Mais aujourd'hui, en fait, comme vous voyez sur l'image de gauche, en fait, on cherche à, à ouvrir ces jardins familiaux, en fait, qui sont des entités fermées et cloisonnées. Et on propose donc différentes manières de le faire. Là, je vous les décline en fait de la plus partagée à la plus individualiste. Donc, il y a le jardin intégralement partagé en fait, où les outils sont partagés, l'appoint en eau est partagé aussi, les cultures sont partagées et en fait, on s'arrange, on vient cultiver un peu quand on a le temps sous la supervision d'un coordinateur. Après, une autre variante, en fait, les outils sont partagés, le point d'eau sont partagés, mais les parcelles sont réduites à 9 mètres carrés et elles sont individuelles, elles sont louées en fait de la même manière que les parcelles des cabanons. Ici, vous avez le plantage, qui est une version qui se rapproche, voilà, qui est plus individuelle. Là, on partage plus les outils, on en partage certains, mais moins. La surface de culture est de 40 mètres carrés dans ce cas-là. Et fort de cette typologie en fait, de jardin potager, je suis reparti sur le plan directeur du quartier et j'ai regardé en fait ce qu'on cherchait à faire à cet endroit-là. Donc, pour repérer le plan directeur, c'est ici. Enfin, cette parcelle-là est ici. Et le brief était simple, conserver les activités de plantage, le rendre plus perméable, donc permettre la traversée, rejoindre le chapelet de parc comme dont j'avais parlé avant, et plus économe d'espace, bien sûr, pour pouvoir construire généralement du logement. Dans cette idée d'exposition un peu de toute la société, de l'histoire du territoire, je m'étais dit non, mais pourquoi opposer les systèmes alors que on pourrait en fait les mixer. Et je pense qu'effectivement, un cabanon, c'est pas une parcelle vide avec une tonnelle, ça a son imaginaire, ça a ses avantages, et je m'étais donc astreint en fait à remettre autant de parcelles à cabanon qu'il y en avait, mais en réduisant leur taille, tout en déclinant en fait toutes les différentes manières de faire du jardinage et de partager en fait les outils et les connaissances. Je l'ai appelé la promenade potagère parce que je souhaitais aussi que les cabanons donc puissent, enfin les groupements puissent s'inspirer eux-mêmes, mais aussi que la simple traversée soit aussi une expérience où on jette un œil à gauche, à droite, et puis peut-être qu'on aperçoit quelqu'un en train de travailler, on va lui parler. Et c'était voilà, une volonté de faire réfléchir, en fait, d'apprendre de traverser ces barrières et puis de donner voilà, une occasion aux gens de se rencontrer tout en ménageant donc cette intimité qui est très importante à Genève. C'était aussi l'occasion de travailler le concept de projet de sol, c'est-à-dire qu'il y a très peu de construction, on travaille avec des cabanons simples et tout se joue avec des murets, il y a 2 mètres de différence ici, il y a des seaux qui sont très très fins et la qualification de l'espace, en fait, elle se fait avec très peu de matériaux, une très grande économie de moyens et simplement par le programme. J'intégrais aussi des questions de gestion de l'eau, donc on essaie de construire le minimum. Donc, les petites placettes que vous voyez là, en fait, étaient des réservoirs qui avaient été dimensionnés justement pour pouvoir être autonomes pour la culture des potagers et en même temps recueillir toutes les eaux, en fait, que ce soit de la toiture de l'immeuble jusqu'aux toitures des cabanons, enfin, toutes les surfaces perméables, on arrivait à les ramener dans ces potagers avec une surverse finale dans une nid d'infiltration. Ces questions de boîte à outils, et de placettes et puis d'appoint d'eau étaient traitées dans le détail.
voilà, sans changer l'architecture, en gardant un même système constructif, proposer des espaces sociaux, donc les tonnelles, que j'appelais ça, les placettes réservoirs, il y a des toilettes sèches aussi, où on aurait imaginé tous les systèmes de séparation qui permettraient d'utiliser éventuellement le produit de ces toilettes pour la culture, les cabanons en eux-mêmes, avec leurs petits espaces extérieurs qui permettaient de redonner cette intimité alors qu'on est beaucoup plus serré, en fait, essayer de perdre le moins possible de la qualité du jardin ouvrier original. Et ça donnait cette perspective où on a donc cette ambiance de jardins familiaux telle qu'on la connaît, la lecture des petites unités, des individualités, et qui forment comme un cadre et un arrière-plan à en fait la liberté cette nature aidée par les hommes en fait de se développer un peu selon leur spontanéité et leur créativité. Et pour la partie urbaine, on proposait en fait de nouveau une tonnelle, mais encore plus grande, un jardin couvert, qui permettait de faire un lien en fait plus, plus franc entre la volonté d'exposer ce qui se passe dans ces potagers au public et peut-être même en fait d'ouvrir le monde des potagers à la vie du quartier. En conclusion, en fait, je suis tombé sur cette bande-annonce pour un film, en fait, qui s'appelait La transformation merveilleuse de la classe ouvrière en étranger. Et tout d'un coup, en fait, ce qui m'est apparu, c'était un truc que j'ai toujours essayé un peu de cacher en faisant ce travail, c'est que bah, moi, des potagers, moi, j'y suis jamais allé, en fait. J'y suis allé peut-être une ou deux fois avec des collègues portugais à l'époque, mais j'y suis jamais allé, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, ces quartiers-là, j'y ai pas habitué non plus. En fait, j'ai jamais parlé, j'avais cultivé rien du tout moi-même. Et je me suis rendu compte, en fait, que il se passait un truc, c'était que il y a toute une part de mon pays que je ne connais pas. Pourquoi ça part de transition? Parce que la transition, elle est écologique. Ensuite, d'écologique, elle sera économique. Donc, on va vers une grande réduction du niveau de vie, en fait, et puis de toute l'énergie qu'on peut mettre pour assurer notre confort. Et ça sera aussi une transition qui va être sociale, dans la mesure où, comme l'a montré Emilia, la surface de culture pour nourrir une ville, en fait, est juste tellement démentielle que si on est obligé de changer la manière de cultiver, eh ben, forcément, en fait, on va changer la nature de la structure sociale entre qui est un habitant de la campagne, qui est un habitant de la ville, qui est un habitant du suburbain, qui est un ouvrier. Voilà, je vais conclure par ça. Bah, c'est qu'en fait, ces gens-là, que je ne connais pas, quand je les ai croisés, ils me semblaient prêts. En fait, comme ils ont toujours vécu avec voilà, un peu plus de confort que leurs aïeux et un peu plus de confort leurs aïeux voilà, qu'eux-mêmes, et ben, lorsque tout va changer, peut-être que moi je panique, mais eux pas en fait. Ils sont déjà prêts et je pense que on devrait plus les écouter. Donc je vais terminer là-dessus et voilà, je vous remercie. Super. Un grand merci, Fabien, pour ce récit très personnel qui, effectivement, correspond un peu à l'échelle d'un potager, d'une certaine manière. Je pense que nous avons eu face à nous deux récits très différents de ce que les architectes et les urbanistes peuvent comprendre et faire pour l'instant, entre autres, de ce qu'ils appellent l'espace rural et l'espace de production agricole de tailles différentes. Je pense que là-dedans, nous avons des éléments qui traversent et que je vais laisser donc à Marc Benoît à sortir à la surface, à commenter, à questionner
Et puis, bien sûr, on va ouvrir au reste de l'assistance par la suite. Donc, Marc, la parole est à vous. Merci. Donc déjà, un grand merci pour m'avoir invité à jouer ce rôle de répondant et d'entrer dans les productions, les réflexions de Fabien et d'Emilia. Et donc, je voudrais déjà les remercier tous deux parce qu'ils ils abordent une question que je vais rendre encore un peu plus frontale. C'est en gros, quand est-ce que la ville arrêtera de consommer de la terre et qu'elle pourra laisser un tout petit peu, pardon, ou beaucoup, de terrain productif, si possible, pas trop loin d'elle-même. Parce que, oui, les transports risquent de devenir beaucoup plus coûteux qu'ils n'étaient jusqu'à maintenant. Donc, les paradigmes d'organisation globale entre la ville et l'alimentation sont en train de changer assez fondamentalement. Et pour moi, il me semble que nos territoires européens, donc je vous parle depuis les Vosges, mais acceptez que je mette la Suisse très, très, très proche de moi, au moins dans les neurones, sont à la croisée des chemins, clairement. Il y a une question lourde, est-ce que les villes pourraient être viables, vivables et efficaces? Alors, en tant qu'agronome des territoires, vous voyez que je ne vais traiter qu'une toute petite partie au moins de la question. Par contre, pour l'alimentation en eau, eh bien, les villes consomment de plus en plus d'eau. Or, je vous rassure tous, les villes ne consomment plus leurs eaux. Elles vont chercher leurs eaux ailleurs. Et c'est peut-être un angle que Fabien nous rappelait juste avant, qu'Emilia traitait dans son dossier aussi avec les rivières et ruisseaux qui étaient tout à l'intérieur de son oasis. Comment feront les villes pour s'alimenter en eau quand elles seront encore beaucoup, beaucoup plus grandes? Et l'eau vient plutôt des zones agricoles. Voilà. Donc, un petit dialogue qui est déjà en cours, absolument obligatoire, pour parler d'eau. Bien sûr, l'eau peut se transformer en bière. Enfin, voilà, quand je parlais d'eau, il y avait de la douche à la bière, vous m'avez compris. Et l'autre thématique extrêmement importante à l'heure actuelle, c'est sur la biodiversité. Là, je suis quelques relations avec des collègues qui viennent d'écrire le dernier rapport de l'IPBES, donc sur la biodiversité mondiale. La planète va très mal, l'Europe ne va pas très bien. Voilà, en termes de biodiversité. Et sur les deux thématiques qu'ont abordé nos deux jeunes architectes, il est clair que la biodiversité va devenir, je pense, pour la profession d'architecte, un paramètre à soigner. En gros, comment augmenter la densité de vers de terre, de mésanges, de grenouilles dans les espaces urbains. Pour l'instant, ce n'était pas forcément dans les cahiers des charges de construction initiale. Et donc, merci de nous avoir pointé cet enjeu. Alors maintenant, pour terminer mon introduction rapide, et après je ferai l'autre question pour chacun d'eux. Donc, et deux paradoxes. Alors, le premier paradoxe quand même, c'est que plus les villes grandissent, plus les lieux alimentaires s'éloignent. Or, ils nous disent tous deux qu'il serait bien que les lieux alimentaires soient plutôt présents dans les villes. Et donc, comment on fait pour rendre compatible cette augmentation de la population urbaine, qui semble une tendance assez lourde, que on ne sait pas trop si le Covid l'a vraiment cessé ou si cette tendance se poursuit encore. Mais en tout cas, elle accentue brutalement et de façon assez continue en plus l'urgence de ces réflexions. Et le deuxième paradoxe, alors là je l'ai lu dans le rapport d'Emilien dans son projet, pour ne parler que de la France, donc les sols artificialisés ont doublé quasiment, donc de 2,8 à 4,8 millions d'hectares entre 1950 et 2010. Alors, je me sens totalement responsable parce que moi, je suis né dans la génération des 50. Voilà. Donc, ma génération, elle vous a produit cela.
Et en particulier, ce qui est absolument redoutable, c'est que les villes ont consommé leur ceinture maraîchère. Parce qu'autour des villes, pour des raisons de gestion, en particulier des déjections animales, d'extraction des chevaux qui étaient très fréquents dans les villes, on avait beaucoup de maraîchers qui valorisaient ces fumiers de chevaux dans les ceintures maraîchères. Les ceintures maraîchères étaient faciles à construire, c'était plat, c'était à côté de la ville, c'est pour ça qu'elles étaient là, et c'est pour ça qu'elles étaient ceintures. Et elles n'existent plus, à part quelques petites franges. Et Emilia les a repérées dans son mémoire. On a encore quelques petites traditions de maraîchers qui survivent, mais très ponctuelles. Alors, j'ai fait les petits calculs, hein, alors je les lis. Alors, vous me pardonnerez, j'ai dit que Nancy, c'était 200 000 habitants et que Genève, c'était 200 000 habitants. C'est pour faire un arrondi et que le dialogue puisse être équilibré. Si je gardais les 100 mètres carrés qui autrefois étaient dédiés à ces ceintures maraîchères par habitant, il va donc falloir que Genève et Nancy reconstruisent une ceinture maraîchère de 20 millions de mètres carrés, dit autrement, 2000 hectares ou 20 kilomètres carrés, pour revenir à une production qui partiellement nourrirait les humains. Je dis partiellement, et c'est là-dessus que je terminerai. Alors, vous avez en tête vos ordres de grandeur d'espace nécessaires. En gros, un couloir fait combien de surface en mètres carrés? Voilà, ça vous connaissez parfaitement bien. Je l'ignore pour ma part. Par contre, donc, je voulais aborder l'autre côté. Pour nourrir un citoyen, s'il ne mange pas beaucoup de viande, il faut 2400 mètres carrés. Si jamais il mange les 80 kilos de viande actuelle consommée par mes concitoyens français, il faut 4300 mètres carrés. Ce qui veut dire que vous voyez que la surface nécessaire, effectivement, pour nourrir les humains, qui se concentrent dans les villes, n'est pas négligeable. En fonction de leur assiette, la surface nécessaire sera totalement différente. Et c'était un des points et c'est là-dessus que je terminerai mon introduction avant de passer aux questions à nos deux jeunes. Changer de façon de consommer permettra d'utiliser au mieux le peu de territoire qui nous reste encore disponible sur la planète Terre. Et donc, c'est vrai que c'est dès l'assiette. Emilia le pointe, Fabien travaille le potager, mais je suppose que les carottes, Fabien, finiront bien dans des assiettes aussi. Hein. Et bien, commencer par l'assiette permettra aussi de travailler l'ensemble des ampleurs de territoire nécessaires pour alimenter nos citoyens urbains. Alors maintenant, des questions. Alors, je vais faire dans l'ordre des exposés. Donc, déjà quelques questions pour Emilia et ensuite quelques questions pour Fabien. Alors, d'abord pour Emilia, donc il y a un travail minutieux de recensement de l'ensemble des formes agricoles du Grand Nancy et qui montre que c'est une ville qui produit encore des aliments. Enfin, les cartes, il y a encore des gens qui font à manger, il y a des gens qui vendent, il y a des épiceries, des AMAP, enfin voilà, je passe sous silence. Mais il faut lire son mémoire. Et alors, par contre, j'avais une question que je n'ai pas trouvée du tout dans le mémoire. Est-ce que cette dimension est reprise dans la communication institutionnelle de la métropole? En gros, est-ce que c'est mis en avant ou c'est complètement oublié quand la métropole de Nancy parle d'elle-même? Est-ce qu'elle parle qu'elle fait à manger? Voilà. Donc, ça, c'était une première question de prise de conscience de l'ensemble métropole. La deuxième question, c'était, Emilia insiste beaucoup sur le lien social. J'ai rien à dire. Alors, j'ai juste une question sur le lien. Alors, désolé pour la phrase parce que maintenant, elle va être connotée, donc je m'en excuse par avance, mais le lien en même temps à faire avec les autres vivants. Et donc, ce qu'on appelle le lien écologique. Et est-ce qu'il est possible de tenir les deux en permanence et par lequel est-il le plus facile de commencer pour mettre en œuvre jusqu'à 2050, Emilia, hein, parce que j'ai vu la fin de la flèche temporelle. La
dernière question que je poserai, c'est la notion d'urbain-culteur. Alors, moi, elle m'a bien plu, parce qu'elle est calibrée dans le texte. Et à ce moment-là, on pourrait dire, Emilia, il s'agit donc d'oasis d'urbain-culture. Donc, c'était juste, pourquoi les oasis restaient-ils agricoles après la belle définition des urbains-culteurs? Donc, alors, je propose de finir par mes questions à Fabien, comme ça, le tour de table est complètement lancé. Alors, pour Fabien, donc il insiste sur l'enjeu d'un bien commun auquel se rattacher. Alors, je suis complètement d'accord sur le concept, enfin, je veux dire, voilà. Donc, oui, Éléonore Ostrom avait raison. Mais est-ce que ce bien commun englobe aussi les vivants non humains qui ne votent pas aux élections, même pour les votations? Ma deuxième question était sur la... Alors, c'est un peu politique à l'égard de Genève, je suis désolé, donc, mais je la propose quand même. C'est comme tout à l'heure, la métropole de Nancy, je ne sais pas si elle se dit alimentaire, mais voilà. Pourquoi dans ce jardin vouloir quand même construire une partie du territoire et ne pas tout laisser en espace où des vers de terre pourraient cheminer d'un bout à l'autre de la surface qui était au départ disponible? Donc, pour être encore un peu plus insupportable en tant qu'agronome vosgien, Genève doit être assez riche pour de temps en temps laisser quelques surfaces en jardin intégralement. Enfin, j'avais une vraie question, Fabien, parce qu'il est beaucoup question de légumes, de potagers, etc. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de noisetiers, de noyers, allez, je suis lorrain, de mirabelliers, pour être précis, d'arbres? Et je dois honnêtement vous dire, en tant qu'agronome, que même pour nous, dans nos champs divers et variés, les années 2019-2020 et l'année 2022, je ne parle pas des futures années, mais je crains le pire, nous incitent à avoir vraiment confiance dans l'arbre pour nous permettre de lutter vraiment contre ces canicules qui sont aussi insupportables pour une petite tige de blé ou de lentilles que pour nous humains. Et enfin, dernière question, donc il y avait différents espaces qui étaient envisagés. Et donc ma question était comment se réorganiser, en dehors de l'organisation spatiale, mais dans la gestion quotidienne ou lors des opérations de semis, de récolte, voilà. Comment se réorganiser la vie et les pratiques entre ces différents espaces? Pour être précis, qui serait le grand jardinier qui coordonnerait les différents jardins? Voilà. Ok, super. Alors, des belles questions précédées d'une très belle analyse. Alors, Emilia, la parole est à vous. Pour la première, donc c'était plutôt la question de l'image, du coup, de la production que veut donner la métropole, si j'ai bien compris. Comment moi je le ressens après, de mon point de vue d'étudiante qui ne s'intéresse pas à fond à la politique de Mathieu, c'est que on ressent pas cette notion de vouloir favoriser cette notion de production proche de l'art. Quand j'ai parlé du marché d'intérêt local, c'est forcément une commande de la métropole ou de la mairie, je ne sais pas exactement, où des agences d'urbanisme se plongent dessus. Où là-dessus, du coup, il y a quand même une réflexion de pas mal de personnes, d'agences, pas que nancéennes, qui travaillent sur ce sujet-là, et sur l'image du coup de cette cohérence et cohésion des espaces productifs
j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, que c'est assez abordé dans le prochain PLUI, projet local d'urbanisme intercommunal, puisque la métropole n'en a pas encore sorti un, il ne devrait pas tarder, ou alors il est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pu avoir accès à certains rapports où c'est vrai que cette notion là est assez traitée. Et en fait, il y a toujours cette dimension d'un côté, il y a la politique et après, il y a les réalisations. Et c'est assez difficile parce que, comme vous l'avez énoncé avant, il y a des paradoxes dans tout, dans qu'est-ce qu'on définit comme nature, est-ce que l'agriculture est vraiment un espace naturel? Et quand j'ai introduit le débat autour de la politique zéro artificialisation nette, eh ben, on pose aussi cette question de où mettre l'agriculture. Et du coup, je peux embrayer sur peut-être la dernière question où vous m'avez dit l'urbaniculteur, ça, le terme? C'est ça, l'urbain-culteur. L'urbain-culteur. Donc, avec ces oasis-là, ce que j'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer, c'est que ces oasis, ils ont chacun une caractéristique particulière. Par exemple, celui au nord-ouest, il est lié à un plateau forestier, donc il n'est pas du tout agricole. C'est plutôt les deux au sud qui le sont. Et c'est assez difficile d'avoir une réponse tranchée. En fait, chacun de ces sites mériterait du coup des projets comme celui que j'ai fait, mais encore beaucoup plus poussés d'analyse et de voir comment on pouvait faire du coup parce que je disais la négociation entre l'urbain et l'agricole. Et là-dessus, justement, je pense qu'il faut ne pas avoir d'avis tranché et d'évaluer en fait chaque situation, qu'est-ce qu'elle nous donne et ce qu'elle nous propose, et en fonction aussi de l'implication citoyenne. Parce que du coup, j'ai rencontré une productrice maraîchère au-dessus du extra bio, comment on appelle ça, biodynamique, toutes ces choses-là. Il disait qu'en fait, il y a une vraie croyance en fait en la dimension sociale et en l'implication des habitants pour voir apparaître ces projets-là. Parce que ça ne sert à rien de mettre en place des projets, je pense, dans des quartiers où les habitants ne se sentent pas concernés. C'est juste vouer des espaces à la production qui vont devenir des espaces en friche, je pense. Donc c'est vrai que cette notion de laisser de l'agriculture en ville, c'était plus euh, comme un showroom du territoire concentré sur des petites parcelles qui restaient là parce qu'elles existent. Mais c'est vrai que sanctuariser un peu moins les terres productives en limite directe avec les zones urbanisées pour justement laisser celles qui sont en ruralité, tout leur espace et loger du coup les habitants dans les manières les plus denses mais les plus agréables quand même. Et pour la deuxième question, si je comprends bien, c'était plus sur la négociation de l'individu et du vivant. Ça, c'est une notion que j'avais envie vraiment d'appuyer le propos dessus, puisque j'ai eu l'intervention, je me souviens plus de son nom de famille, de Mathieu aussi, qui était directeur de la bergerie de Villarceau, justement, et qui nous parlait en fait de cet oubli de l'être humain, de son intégration dans un écosystème. Et en fait, je pense que juste la dimension pédagogique de se rendre compte que l'être humain n'est pas le bulldozer de la Terre, mais fait partie en fait d'un écosystème et de services rendus à chaque fois. C'est un peu là-dessus sur quoi je pense qu'il faudrait miser et pas forcément essayer de produire sans cesse des arrêtés comme les zéro artificialisation nette qui ne sera sûrement jamais vraiment appliqué ou vraiment bien appliqué. Merci. Merci, c'est très bien, Milia. Puis donc, on continue par Fabien. Vous me demandiez si ce souci du bien commun intégrait le vivant non humain. Donc, je pense que vous voulez me lancer un peu sur des sujets que je connais assez peu d'ailleurs, ouais, effectivement, sur est-ce qu'on peut donner des droits à la nature en elle-même, qu'elle ne vote pas, elle ne parle pas. La question du spécisme. Ces questions-là, elles sont faites pour nous, architectes, pour nous, chercheurs, pour nous, aménageurs. Mais essayer de comparer un ouvrier à une carotte ou un lapin, il ne va pas être content, hein. Donc, non, non, les hommes, c'est quand même plus important. Et si
voilà, si on sait parler aux hommes, si on sait les aimer, eh ben, après, ils s'occuperont très bien de la nature et je pense que tout se passera bien. Après, vous me demandiez pourquoi avoir prévu ce projet avec une coupure bâtie, voilà. Eh ben, là aussi, c'est stratégique, c'est un peu une carotte, si vous voulez. C'est que, voilà, on dessine un bâtiment, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le parc, moi, c'est pas le bâtiment. Au pire, si les voisins, ils arrivent à s'opposer au bâtiment et qu'il ne se fait pas, bah, tant mieux. Mais par contre, si je le prévois sans un bâtiment dès le début, eh ben, on trouvera toujours quelqu'un pour dire, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ce territoire-là. Non, Genève, justement, Genève est tellement riche qu'elle doit faire semblant d'être pauvre, si vous voulez. Donc, non, non, on va mettre le max. Et puis après, bah, on va savoir ce qui est important pour nous, donc les gens, le parc, les potagers. Et puis après, bah, il restera ce qui restera, quoi, pour la part du diable, si vous voulez. Pour les arbres, ouais, effectivement, j'ai pas trop assisté là-dessus. Il y a un peu un problème peut-être dans ce projet. Il y a un cordon d'arbres en fait le long de la promenade. Après, moi, j'avais juste choisi. Je me suis dit bon, bah les gens, ils ont des problèmes de rhume des foins. Alors on va essayer d'en trouver un qui les rende pas malades. Donc j'ai pris une sorte de pain parasol ou je sais pas trop quoi, enfin un truc qui rend malade personne. Et puis j'en ai mis une rangée le long. Et la coordination des différents jardins, bah il y a quand même un petit souci de l'échelle que j'ai pas insisté là-dessus. C'est qu'en fait, si on regarde les différents, la typologie qui est présentée, il y a le nombre de familles qui est compté. Alors, je vais même le dire. En fait, il y a effectivement une échelle qui a 80 familles. C'est un peu, vu qu'il n'y a pas tout le monde qui est là en même temps, j'avais sorti un peu ça comme ça. Il faudrait vérifier. Ça me semblait une échelle pertinente pour organiser voilà, un groupement, comme ils appellent ça. Et puis, qui coordonne les différents groupements, bah, justement, ça, c'est un peu voilà, c'est un peu ce laisser-faire créatif que j'espérais aussi qu'il y ait de la recherche, de l'émulation, de différences, où tout d'un coup, un groupement sera administré d'une manière, et puis quelqu'un d'autre qui n'est pas content dans son groupement, il peut voir comment c'est fait dans l'autre. Et c'est aussi voilà, un petit laboratoire de politique, quoi. Ok, merci beaucoup Fabien. Merci monsieur Marc Benoît pour avoir lancé ce débat qui évidemment on ne va pas finir aujourd'hui parce qu'on est à un petit quart d'heure avant la fin de notre session. Mais je pense que vous avez sans doute toutes et tous senti un peu le spectre des avis et des approches, disons, de philosophie qui ont permis à ces deux diplômes d'apparaître entre une approche, des approches un peu plus proches de la nature, de la biodiversité, à des approches plus proches un peu aux politiques et à la ville et à l'urbain, pour ne pas qu'on dise que nous, la Fondation, on est complètement neutre et qu'on est un peu sans couleur, insipide. Je me permets de vous dire que c'est un des éléments que nous avons lancé depuis que nous avons conçu et mis en place le programme de culture et recherche The Ecocentury Project, dans le cadre duquel cette série de conférences est menée, qu'avec l'Anthropocène, jusqu'à l'apparition de l'Anthropocène comme cadre, on va dire, aussi conceptuel, philosophique, mais aussi géologique de l'humanité aujourd'hui. On imaginait que l'architecture était là pour protéger l'homme de la nature, des éléments de la nature, et un discours purement vitruvien qui existe depuis deux millénaires, mais que depuis qu'on a compris que l'homme est en train de construire, l'humanité est en train de fabriquer des éléments géologiques, d'où le nom anthropocène, on pourrait même imaginer que l'architecture et le design sont là pour protéger la nature de l'homme. Donc, le contraire, renverser les regards, je dis ça par rapport au pauvre ouvrier qui ne va pas être content de le comparer à un lapin. Et je pense qu'il est probable que dans le temps qui vient, le lapin puisse mieux s'en sortir que les hommes dans le système qu'on est en train de construire. Mais je me permets donc d'ouvrir les débats, de lancer le débat à l'ensemble de l'assistance qui voudrait commenter, poser des questions
Moi, je rebondis sur cette histoire, en effet, qui est plus important entre le lapin, entre la carotte et nous. Je pense qu'une des grosses problématiques de la situation dans laquelle on est, c'est notamment peut-être à la base de l'humanisme, c'est l'idée que l'homme est au-dessus de la nature. Et c'est justement de nous ne travaille pas avec la nature et de garder ces équilibres. Les transformations qu'on a eues dans le développement humain, où le développement de notre planète s'est fait sur des millénaires, mais nous, ce qu'on a transformé dans la dernière centenaire, la nature n'arrive pas à l'absorber. Donc pour moi, c'est justement cette non-considération de la nature qui est notre grande erreur et qui nous a mis dans la situation où on est, parce qu'on se sent supérieur, et c'est cette supériorité qui nous a aveuglés de l'équilibre qu'il y a besoin. Voilà, un avis clair qui nous permet aussi de repositionner les deux débats, les deux questions. Il y a Caroline Domaine qui pose la question, est-ce que la femme est aussi au-dessus de la nature? C'est à elle de répondre. Donc, à la femme, donc Caroline Domaine, vous avez sans doute un avis là-dessus. Oui, pardon, je viens du milieu anglo-saxon et je crois qu'on est plus regardant dans la langue anglaise quand on parle des êtres humains en général, on utilise un terme qui représente les êtres humains. Aussi, c'est vrai que la relation à la nature, dans beaucoup de pays, est très genrée. Souvent, on voit les femmes ont des pratiques agricoles qui sont plus respectueuses de la nature, mais c'était surtout juste que pour moi, c'est comme une musique qui sonne faux quand j'entends des gens dire homme quand je pense qu'ils veulent dire être humain. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que nous sommes un peu plus souples par rapport à certains thèmes qui sont aujourd'hui très présents comme le genre, mais je pense que tout le monde veut dire humain. Je pense qu'il y a derrière aujourd'hui beaucoup d'études qui relancent le débat du rapport genré, c'est-à-dire le fait que peut-être il y a une approche que les femmes pourraient proposer et qui pourrait ouvrir des solutions ou disons des regards que nous ne sommes pas encore prêts à imaginer comme pour le futur de la ville. Je vois que Diane est en train de sourire parce qu'elle est une très grande adepte du sujet, mais c'est certainement un des projets, un des sujets qu'on va aborder plus tard. Et je me permets également je vois une autre question sur une question de Michel Baumann sur le Plein Palais, donc un espace très minéral, même s'il n'est pas bitumé au centre de Genève, qui est très chaud. En effet, aujourd'hui, on le voyait avec Gonaëlle Zunino, qui est une collaboratrice de la Fondation. Ça fait partie des îlots de chaleur. Donc, toutes ces questions relatives à la nature en ville, à sa capacité, à la possibilité que la nature cultivée pour la nourriture ou pas, cette nouvelle possibilité qu'elle peut donner à l'urbain pour qu'il puisse persister et être résilient, entre guillemets, devant ce qui nous arrive. C'est encore une question effectivement importante à avoir en tête. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Ariane Braillard, je la vois lever la main, depuis Londres. Bonjour Ariane. Pardonnez-moi de prendre un chemin de traverse. Je crois effectivement que les populations amérindiennes ont un rapport à la nature extrêmement différent du nôtre et qu'on pourrait beaucoup s'inspirer d'eux, c'est très à la mode d'ailleurs, rien de très nouveau, mais ils voient simplement l'être humain comme une continuation d'une forme de vie qui part de la cellule la plus primitive. Et donc, c'est évidemment, c'est une vue philosophique, naturellement, parce que ça provient de l'idée qu'il y a une intelligence sous-jacente dans toute forme de vie, qu'elle soit végétale. Et à ce propos, je vous signale un livre très intéressant que j'ai commandé, qui s'appelle « Moi, le blob ». C'est l'histoire d'un organisme qui n'est ni végétal ni animal, qui est extrêmement ancien, qui a des capacités de résilience extraordinaires quant à la chaleur, quant au froid, etc. Et c'est un livre parfaitement scientifique qui explique une nouvelle forme de vie qui a su survivre depuis des millions d'années. Voilà. Pardonnez-moi d'être un peu excentrique. Merci Ariane d'avoir rappelé un peu des origines profondes de l'humanité, parce que je pense que
quand on touche l'agriculture, je pense que Marc Benoît serait d'accord aussi, on est en train de toucher des très anciennes histoires de compréhension, de cognition, d'usage de notre espace que nous avons oublié, peut-être parce que l'urbanisme, par nature, il est là pour artificialiser nos rapports au monde, pour le sortir du naturel, pour nous abriter des aléas de la nature. C'est un peu le grand avantage des villes. La ville était censée être réguler le climat pour avoir moins d'excès, être donc plus à l'aise, plus de confort physique, de confort thermique. Ce confort qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre dans les villes, et d'où l'importance d'une nouvelle importance du rapport à la nature. Je pense que tout ça, ça va faire des boucles sans fin. Je voudrais, on est en train d'arriver à la fin de notre présentation. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ou une remarque? Franck Mbo. Merci pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant, justement, sur l'agriculture en ville. Et du coup, ça me suscite justement, la question que ça me suscite, c'est par rapport à l'économie. Vu qu'on voit que dans des villes, les grandes métropoles, bien les mégalopoles, telles comme Paris, où beaucoup plus du foncier ou bien les terrains agricoles sont presque inexistants, on se dit, comment relier économie à écologie? Comment ça peut se faire? Parce que en campagne, on peut faire la remarque qu'il y a plusieurs personnes qui vont migrer peut-être pour la ville, à la recherche peut-être du travail pour une vie meilleure. Et ça fait que les campagnes deviennent sont des lieux où les gens partent pour la retraite. Les gens rentrent où on trouve dans les vieux. Et comment donc relier économie et écologie pour que des personnes puissent avoir du travail dans les campagnes et ça puisse réguler peut-être les constructions qui se font chaque fois dans les villes et dans les grandes villes. Merci de votre remarque, Franck. C'est vraiment très important. Je vous rappelle qu'il y a un grand théoricien, un économiste qui s'appelle Georgescu Rögen, qui depuis longtemps a mis le doigt là-dessus, sur le rapport entre l'écologie et l'économie, en disant qu'en fait, l'économie n'est qu'une branche de la thermodynamique, donc des systèmes naturels, des systèmes physiques. Et que, bien sûr, les économistes ont fait exprès de l'oublier parce que, justement, les externalités ne pesaient plus, etc. etc. Donc, des histoires très importantes que, je pense, notre travail, en tant qu'architecte urbaniste, peut remettre au cœur. Donc, j'inciterai de mon côté, comme vous l'avez fait déjà, Emilia et Fabien parlait, rentrer dans une logique, et comme très bien Marc Benoît l'a montré, entrer dans les métriques, dans le calcul de ce que ça veut dire de faire, de développer la ville par la nature et par l'agriculture. Ça permettrait certainement aux économistes et aux politiques, à la gouvernance, de prendre tout ça plus en considération dans le futur. Parce que je pense qu'il y a quelques arguments sérieux en faveur de ce que vous avez montré aujourd'hui. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir vu démarrer cette série de conférences par le sol, par la question basique de la nourriture, de l'agriculture, de la nature. Peu à peu, on va monter en puissance dans les prochaines étapes. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre intérêt. Bonne soirée. Un grand merci à mon équipe, à Hélène, à Diane et Mélodie et Gwenaël qui sont là pour travailler sur cette série et sur son contenu. Et à très bientôt.